Donc je vais essayer de vous proposer non pas une méthode, mais une approche méthodologique. Je reconnais quelques visages qui étaient là juste avant, sur la table ronde qui a précédé, qui traitait la légitimité entrepreneuriale. Et j'ai eu l'occasion de teaser un petit peu, même de spoiler ce que je vais essayer de vous exposer. La masterclass est censée durer environ 3/4 d'heure. Moi je vous propose que je puisse vous exposer ça en une petite demi-heure et qu'on ait surtout un échange. Voilà. J'ai regretté qu'il n'y ait pas eu assez d'échanges tout à l'heure sur la table ronde. Bien, alors, Trinum, coaching, expertise, mentoring. Alors, ces mots qui ne sont pas forcément barbares, hein, même si hier, un certain Alain Guyard a essayé de nous expliquer que le coach, c'est celui qui avait le fouet. Hein, vous étiez là, hein, qui nous a expliqué que ça venait du coach. Et bien, le coaching, l'expertise, le mentoring, ce sont tout autant de fonctions d'accompagnement qui reposent sur des compétences, mais surtout des personnalités. 1, 2, ouais, voilà, ça marche. Et on a cette tendance, souvent, à confondre un peu les rôles des uns et des autres, et pour cause. Les propres coachs ou les propres experts, les propres mentors eux-mêmes se disent et coach, et expert, et mentor. Or, dans la structure que j'ai le plaisir d'animer et de diriger, qui est l'accélérateur M, eh bien, on a préféré prendre le contre-pied. Et on s'est dit que finalement, ces fonctions d'accompagnement reposaient sur des compétences précises, spécifiques, que ça pouvait engendrer des prérogatives, elles aussi bien précises, et que même si on pouvait imaginer qu'il y avait des tuilages entre les différentes missions de ces accompagnants, parce que ce sont des accompagnants, eh bien, il fallait essayer de bien clarifier la position des uns et des autres, et de justement coordonner, conjuguer leur action pour un résultat le plus optimum, le plus efficace possible. Alors, on est parti d'un schéma, pour certaines et certains d'entre vous que vous connaissez peut-être, parce qu'un dessin vaut tous les discours, n'est-ce pas? On est parti d'un petit schéma qu'on a découvert il y a une douzaine d'années et qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, qui vient de nos amis et cousins québécois, vous savez, qui sont assez innovants sur les méthodes et sur l'entrepreneuriat. Et alors, c'est un repère orthonormé, hein, enfin, sans trop de dans le repère orthonormé, il n'y a pas forcément de graduation, mais juste retenir en fait les titres de l'abscisse et de leurs données. Donc nous avons justement l'impact sur la performance de l'entreprise et l'impact sur la performance de l'entrepreneur, qui sont les deux mesures, alors qui ne sont pas graduées, je le dis bien, qui sont les deux mesures sur lesquelles on va essayer de comprendre comment agissent ces trois types d'accompagnants. Donc, pour revenir aux accompagnants, les coachs, chez nous, ils sont placés au centre du dispositif. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a aussi les experts, évidemment, et il y a les mentors. Alors, les coachs chez nous, ce sont des professionnels qui sont certifiés, qui ont suivi un cursus de coaching. Et non seulement ils sont certifiés, mais on leur demande, on exige même, à ce qu'ils soient supervisés. Si ce n'est pas le cas, on peut même leur procurer la supervision. C'est-à-dire que, alors la supervision en coaching, c'est un master coach qui vient coacher les coachs. Et justement, voir si leur pratique, les coachs se font coacher, donc superviser, plus exactement. Et c'est important, ça fait partie de leur déontologie et de leur code de conduite. Un coach qui ne serait pas supervisé, 1, 2, 3, logiquement, bon, parfois ça cafouille un peu, eh bien il n'aurait pas le droit de coacher au sens propre du terme. D'accord ? Alors je ne suis pas coach, hein, mais j'ai appris à vivre avec les coachs. Et ces coachs, eh bien oui, effectivement, ils doivent être supervisés. Nous, on rajoute une couche quand ils interviennent chez nous. Donc non seulement on peut leur procurer la supervision, qu'on prend à nos frais, et ça, c'est pas donné. Sinon, ils doivent eux-mêmes se faire superviser.
Et on rajoute une couche d'intervision. C'est-à-dire que les coachs, entre eux, parce qu'on fait appel à plusieurs coachs, les coachs entre eux vont se réunir régulièrement et discuter non pas de la nature des projets qu'ils coachent, mais surtout des pratiques qui sont les leurs, des freins, des difficultés qu'ils ont pu connaître, et faire ainsi du partage d'expérience qui pourrait leur permettre de continuer à faire évoluer leur métier et leurs pratiques. Donc le coach, il va travailler chez nous sur plusieurs aspects. Alors vous l'aurez compris, en tout cas pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure, le coach est un coach de développement personnel. Alors c'est pas un psy de comptoir, hein. Il fait du développement personnel parce qu'on estime qu'un projet entrepreneurial repose sur l'humain, et le capital humain, c'est le capital essentiel au développement, au déploiement d'un projet entrepreneurial qui plus est. Donc, il va travailler sur la posture entrepreneuriale et la posture managériale du porteur ou de la porteuse, évidemment. Hein, vous l'aurez compris que ça peut aussi être porté par des dames. Et que veut dire posture managériale et entrepreneuriale? La managériale, c'est qu'il va falloir justement gérer. Alors, ce ne sera pas le management au sens d'Alain Guyard d'hier soir, hein, mais c'est le management tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et dans l'entreprise, au-delà des process, c'est comment finalement on arrive à créer de la cohésion dans l'équipe, comment on arrive à aussi générer de l'enthousiasme, peut-être de la joie, qui sait, du bonheur, pourquoi pas, mais en tout cas une dynamique qui s'inscrit dans la durée. L'entrepreneurial, la posture entrepreneuriale, eh bien, c'est essayer d'avoir toujours ce coup d'avance. Comment je fais pour avoir ce coup d'avance? Le coach, il est là aussi pour réguler un petit peu, pour comprendre quel est l'environnement familial. Ensuite, finalement, il a à sa disposition plusieurs outils. Je vais revenir dessus tout à l'heure, mais notamment un outil que j'ai cité aussi à la table ronde précédente, qui est l'outil FAIR. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, cet outil, à aller le découvrir. Il y a des masterclass de Christine Hansen, d'Epigo, qui présente ce merveilleux outil, qui est un profil entrepreneurial. Donc, il va travailler avec le ou la porteuse ou le collectif de porteurs. Et là, ça devient encore plus intéressant, parce qu'il va mixer du coaching individuel pour chacun des associés, puis du coaching collectif. Pourquoi faire? Pour veiller à de l'alignement. Il faut aligner les associés sur un projet commun qui repose sur des valeurs partagées, donc formulées, une mission, une vision. D'accord? On reviendra sur les coachs. Alors les experts, ce sont des outilleurs. Ils ont des boîtes à outils, ils transportent des boîtes à outils. Ils ont des compétences spécifiques, soit fonction, soit métier de l'entreprise, ou les deux. Ils ont même fait leurs armes dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Donc ils ont aussi du réseau, ils ont tout un vocabulaire qu'ils maîtrisent. Donc les experts, ils vont venir épauler les projets que nous accompagnons en justement les dotant de méthodes et d'outils. Alors là, oui, contrairement aux coachs qui ne vont absolument pas traiter la stratégie, la communication, le financement, le marketing, les experts, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont traiter ces sujets-là. Alors je vous expliquerai après comment on les met en relation et ensuite on monitore leur travail avec les projets. Donc il faut retenir que les experts, ce sont des outilleurs. Ils ont des boîtes à outils et ils vont faire en sorte de transmettre ces boîtes à outils, enfin ces outils, pas les boîtes complètes, hein, mais ces outils et voir comment les porteurs peuvent adopter dans leur quotidien ces outils, qui le tableau de bord de gestion, qui le plan de finance, etc., etc. Les mentors. Les mentors, ce sont des chefs d'entreprise, du temps, qui ont réussi ou pas. D'ailleurs, s'ils ont connu l'échec, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'ils ont su rebondir. Et ce sont des entrepreneurs qui ont envie de partager. Et ils vont partager deux choses. Ils vont partager le réseau, qui est le leur, parce que ce sont quand même des entrepreneurs aguerris, et ils vont partager leur expérience. Alors là, on pourrait aussi les rebaptiser, hein. Certains vont les appeler des parrains, des marraines. C'est le cas de l'ADI. Dans l'ADI, on a souvent un parrain ou une marraine. D'autres les appellent tout simplement des accompagnants, hein, le réseau des plateformes
est censé aussi affecter un mentor à chacun des projets qu'ils accompagnent. Chez nous, dans la méthode, enfin dans l'approche méthodologique Tridom, ils sont optionnels. Et là, nous avons d'ailleurs une précision à apporter, c'est que non seulement ils sont optionnels, mais le projet peut venir avec son propre mentor. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme ça un catalogue de mentors dans lequel on dit bah, choisissez le mentor. Donc on a plusieurs manières d'appairer le mentor avec le projet. Soit ils viennent avec, parce qu'ils ont rencontré un mentor dans leur trajectoire entrepreneuriale. Et c'est pas plus mal. Comme ça, on sait déjà qu'il y a une confiance qui existe entre eux. Soit ils n'en ont pas, et ils sont désireux d'en avoir un. Auquel cas, on peut faire appel à plusieurs partenaires. Le premier d'entre eux, c'est la Chambre de commerce à Marseille, qui a un dispositif qui s'appelle Tandem, le hub du mentorat. Ça fonctionne par mots-clés. On n'inscrit pas la personne, on inscrit de manière anonyme un mentoré potentiel. On met les quelques mots-clés, ça mouline, et ça nous sort une liste de mentors qui est en catalogue chez eux. On les appaire ou pas, ça fonctionne pas. Une fois sur deux, ça peut ne pas fonctionner, je tiens à le dire. Et puis il y a d'autres solutions. On peut aussi aller les chercher chez nos amis de Entrepreneurs pour la planète, dès lors qu'il s'agit de projets ou plus orientés environnement. Pourquoi de temps en temps ça déconnecte? Un, deux, ça y est, ça marche. Merci, merci bien. Et puis on a aussi d'autres partenaires comme l'Horizon Entreprendre, qui eux aussi sont censés attribuer un mentor. Alors le mentor d'Horizon Entreprendre, il n'a pas tout à fait la même fonction que le nôtre. Il va un peu plus loin. Souvent, il va aller sur le champ de compétences de l'expert. D'accord? Et parfois même, il se prend pour un coach. Ben oui, il se prend pour un coach. Donc on fait attention quand même. Mais on ne va pas, ce qu'on va éviter en tout cas de faire, c'est de multiplier les accompagnants autour du projet. Parce que là, il y a un risque, vous le connaissez tous, c'est le suraccompagnement. Le suraccompagnement, c'est un risque majeur. D'ailleurs, facteur d'échec, clairement. Donc voilà, j'ai essayé de vous décrire rapidement le profil, le portrait robot et les fonctions de ces trois accompagnants que sont les coachs, les experts et les mentors. Et là, on va revenir à notre schéma, donc que vous commencez à connaître. Et là, vous allez voir apparaître, donc, ici, les coachs. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein. J'aurais bien aimé être l'auteur de ce petit schéma, mais en fait, c'est l'Institut du mentorat entrepreneurial de Québec qui a inventé ce petit schéma il y a déjà une bonne douzaine d'années. Là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que si le travail du coach est bien fait, il va impacter aussi bien la performance de l'entreprise que la performance de l'entrepreneur. Et alors, c'est pas équivalent, mais clairement, s'il le fait bien, son travail, encore une fois, et là aussi il y a des méthodes. Alors on n'impose pas de méthode aux coachs, ils ont leur propre méthode, et je dois dire que nous on travaille avec une demi-douzaine de coachs, je dois dire que chacun travaille à sa manière. D'où l'intérêt de la supervision et de l'intervision. Parce qu'ils s'enrichissent entre eux. Donc le coach, eh bien chez nous il est central, il est même oblique, on a l'habitude de dire qu'il est oblique, et il est surtout obligatoire. C'est-à-dire qu'un projet qui ne veut pas se faire coacher, logiquement, on l'éjecte. Après, je vais vous expliquer comment on a fait par itération pour commencer à dimensionner le savant dosage entre les uns et les autres. Ici, on a qui, à votre avis? Vous pouvez deviner avec le code couleur. Hein. Absolument. C'est la couleur qui vous a dit ça ou c'est... Oui, c'est l'expert, et là, vous avez le mentor. Je ne vais pas faire de suspense. Donc, vous voyez que l'expert, lui, puisqu'il va doter l'équipe dirigeante d'outils, il va plus être orienté sur la performance de l'entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'impacte pas la performance de l'entrepreneur, évidemment qu'il va l'impacter. Mais pour autant, le chef d'entreprise, si je suis par exemple sur des outils de gestion financière, ben, le chef d'entreprise, il n'a pas besoin d'être un expert de la gestion financière. On va juste le doter de l'outil, et dès lors qu'il aura délégué, ou il pourra déléguer, il aura les moyens de recruter la bonne personne, ben, il va justement pouvoir mieux superviser le travail de la gestion financière. Mais
le principal impact de performance, il est sur l'entreprise et non pas sur l'entrepreneur lui-même. Alors que pour le mentor, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que le mentor va faire grandir l'entrepreneur avec le partage d'expérience, parce que par comparaison de situations, de problématiques, effectivement, il peut s'inspirer de solutions qui ont été mises en œuvre par le mentor pour essayer de résoudre ses propres problématiques. Et puis, surtout, il va bénéficier du réseau. Alors, bénéficier d'un réseau, c'est pas partager mon répertoire téléphonique, hein, c'est pas ça. Bénéficier d'un réseau, c'est que le mentor, à un moment donné, puisse passer le bon coup de fil, décrocher le bon rendez-vous, que ce soit dans une approche commerciale, une approche administrative, c'est souvent le cas. Hein. Il connaît quelqu'un à l'URSSAF, il va débloquer une petite situation qui fait un peu mal, ou il appelle un avocat, ou tout simplement un financier. D'accord ? Donc c'est ce en quoi ça fait grandir le réseau de l'entrepreneur, donc ça impacte beaucoup plus la performance de l'entrepreneur que finalement celle de l'entreprise. Mais tout ça est lié, évidemment, c'est une approche conceptuelle. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à essayer de faire intervenir sur un même projet ces trois types d'accompagnants. Là, ça devient un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on s'en est aperçu, je l'ai d'ailleurs évoqué, il faut éviter le suraccompagnement. Quand nous, on propose ça, on n'oublie pas que les entrepreneurs, ils ont une cocotte à faire bouillir, hein, ils ont un business à faire tourner, et tout le temps que ça leur prend, eh bien, c'est tout autant de temps qu'ils ne passent pas dans leur boîte ou devant le client. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour peu qu'ils soient accompagnés par 2, voire 3 structures en même temps, je vous laisse faire les comptes. Donc ils n'ont plus trop de temps à consacrer à leur business. Est-ce que ça coûte? Alors, ce que ça coûte coûte pas si cher que ça. Parce que nous, on a essayé de négocier les tarifs avec les 2 qu'on rémunère, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est assez important, merci pour la remarque, c'est que le mentor est bénévole. Eh oui, le mentor chez nous est bénévole. Alors nous, on prend le contre-pied du réseau M. Vous connaissez le réseau M? Certains, non? Vous ne connaissez pas le réseau M? Le réseau M, oui, vous connaissez? Donc le réseau M, c'est une émanation de MoveJ, hein, c'est Dominique Restino avec le MoveJ, qui a lui aussi d'ailleurs voulu créer l'Institut du mentorat en France sur une pâle copie de ce qui se faisait à Québec et qui fonctionne moyennement. Mais dans son réseau M, c'est un réseau de mentors, il interdit aux mentors, qui en fait ne sont pas des mentors parce qu'ils font de l'expertise et du coaching, il interdit une participation financière. Et nous, c'est tout le contraire. À partir du moment où le mentor s'entend bien, ça match avec l'entrepreneur ou le collectif d'entrepreneurs, ça veut dire qu'il croit aussi au projet. S'il croit au projet et qu'en plus d'aider le projet à grandir en partageant le réseau, en partageant les expériences, j'ai oublié aussi de préciser que les entrevues sont informelles avec le mentor, ça peut se passer lors d'un dîner, d'un petit déjeuner, d'une soirée festive. Il n'y a pas de formalisation des entretiens avec, en tout cas entre le porteur de projet et le mentor, contrairement aux 2 autres, où là je vous ai expliqué comment on le met en route. Eh bien le mentor chez nous, il peut être investisseur à terme. Donc là on prend totalement le contre-pied du réseau M qui lui dit non, vous ne devez absolument pas avoir un lien financier avec les projets. Pour ce qui concerne les experts et les coachs, alors je vais commencer par les coachs parce que les coachs, c'est comme je vous le disais, l'accompagnant obligatoire. Alors, l'expert aussi, hein, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que nous, on n'impose pas, c'est pas nous qui allons dire à l'entrepreneur, vous devez être accompagné par l'expert juridique ou l'expert financier. C'est à lui de découvrir quels sont ses points de douleur et ensuite d'identifier quel est l'expert qui pourrait l'aider. Alors, comment on fait? Je vais commencer par les coachs. Comment on fait pour appairer un coach à un projet ou à un porteur de projet, plus exactement? On a essayé plein de méthodes. On a essayé la méthode du pitch. On a fait pitcher des coachs. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Ensuite, on a fait des mini-vidéos, donc des CV vidéo. Ça n'a pas trop mal marché. Enfin, on a fait des speed meetings
les porteurs passent de table en table, etc. Bon, je dois vous dire qu'au bout de 4 ans et de 115 startups accompagnées, on a pris le parti en 2023 d'arrêter ces appairages. Et maintenant qu'on les connaît bien, les coachs, eh bien on est à même, si on a bien saisi la personnalité des porteurs, la nature des projets qu'on va incuber, enfin accélérer plus exactement, eh bien on est à même aujourd'hui de faire nous-mêmes l'appairage. C'est-à-dire que on sait quelles sont les appétences, les orientations et les méthodes de nos coachs, et on voit avec qui ça pourrait marcher. Alors c'est pas une science, parfois on passe à côté, on se plante, clairement, mais la plupart du temps ça marche. Et pourquoi c'est important? C'est que le coach, lui, quand il est appairé avec un projet, il va coacher pendant toute la durée du programme. Alors les programmes, chez nous, ils duraient 4 mois au début. On a eu l'excellente idée, juste avant le Covid, de faire 8 mois. Bon, je vous laisse deviner comment ça s'est passé. Et puis on est revenu à 4 mois, et aujourd'hui, le programme dure 6 mois. J'ai envie de vous dire, la durée, c'est pas le plus important. Parce que quand le programme se termine, on ne leur met pas un coup de pied au derrière pour leur dire cassez-vous, quoi. Au contraire, ils sont des pièces constitutives d'un écosystème qui est le nôtre. C'est la M-Family. Et quelque part, nos alumni sont nos meilleurs ambassadeurs. On parlait de légitimité tout à l'heure. Quelque part, c'est eux aussi qui vont défendre un peu nos couleurs et être la preuve vivante de notre légitimité. Mais pour autant, l'accompagnement en soi, qui a été payé d'ailleurs par ses soins, il s'arrête à ce moment-là. S'il veut continuer, il peut consommer des services qu'on leur propose, des services complémentaires. Donc le coach, il est appairé en début de programme et il va suivre pendant tout le programme le coaché ou l'ensemble de coachés. D'accord? Pour les experts, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les experts, ils sont une multitude et il n'y a pas un expert qui va suivre un projet. Donc les experts viennent chez nous, animent soit une conférence, soit un atelier, soit les deux. Une conférence a un format assez court, c'est 1 heure, 1h15, 1h30, formation plutôt descendante, c'est un éclairage, et l'expert va faire montre de sa compétence à traiter un sujet en particulier, ne serait-ce que par sa performance, par les outils qu'il va montrer. Et là, si ça fait écho à un problème, une problématique, ils viennent nous voir après la conférence ou après l'atelier, mais l'atelier, je vais y revenir, et ils nous demandent à pouvoir consommer un crédit de leur accompagnement individuel. L'atelier, c'est un format qui est plutôt de 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Ça ressemble à un demi-module de formation. La différence avec la conférence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interaction et qu'il y a surtout un livrable, en principe, à fournir. Alors, ou tout de suite, ou quelques temps plus tard. C'est le cas, par exemple, du Business Model Canvas ou éventuellement de la stratégie de communication avec la plateforme de marque, le persona, etc. Donc, les experts sont choisis à la volée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fonction du programme collectif ou semi-collectif qu'on propose, ils viennent, ils assistent en présentiel ou en distanciel d'ailleurs, parce qu'on est en mode hybride, hein, clairement, et ils peuvent à ce moment-là dire tiens, ce dont il est en train de parler, ou ce qu'elle vient de nous présenter, clairement, c'est un problème pour moi, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'avancer sur ce sujet. Et à ce moment-là, en fonction du crédit d'heures individuelles qui est le leur, ils vont pouvoir consommer du face-à-face. Parce que là où opère la magie, c'est quand l'un des deux, mais surtout l'expert, va pouvoir s'asseoir autour d'une table et commencer à travailler, ne jamais faire le travail pour le porteur, mais lui montrer comment on doit le faire. Donc là, c'est magique parce que les livrables, petit à petit, ils commencent à se formaliser. Et nous, on les formalise dans une armature qui est le logbook, où là, bon, ça reprend grosso modo l'organisation d'un business plan.
Je ne suis pas super fan du business plan parce que je sais que quand on a terminé le business plan, on le jette à la poubelle parce que sa version est déjà dépassée. Cependant, il est quand même constitué d'éléments qui sont fondamentaux dès lors qu'on va devoir défendre le projet, que ce soit devant des investisseurs, devant des clients potentiels, des partenaires commerciaux ou industriels. Donc évidemment que à ce moment-là, ce document, qu'on appelle encore le business plan ou le plan d'affaires, il a son importance. Malgré tout, il a une durée de vie très limitée. Ou alors, on va le versionner, le versionner, le versionner. Voilà, là je suis non pas au bout de cette présentation, mais à une étape importante où j'aimerais peut-être vous entendre, parce que voilà, je ne suis pas là pour vous déverser simplement ce qu'on a l'habitude de faire, mais surtout vous écouter, parce qu'on met aussi un point d'honneur à continuer d'améliorer cette approche méthodologique qui est la nôtre, où effectivement, ce savant dosage, il est jamais figé et il va dépendre des projets. Ça, c'est ce qu'on a appris au fil du temps. La première promotion d'accélérer à l'accélérateur M a bénéficié de 20 heures de coaching et de 20 heures d'expertise. Je peux vous le dire, aujourd'hui, c'était beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Aujourd'hui, on est sur des approches de package où on peut... Alors, on propose dans le premier niveau 5 heures plus 5 heures. Vous voyez, hein, on était à 20 heures plus 20 heures. De 40 heures, on est passé à 10 heures. Mais alors, 5 heures de coaching obligatoire, qui est un minimum du minimum, je dis bien un minimum du minimum, idéalement sur un programme de 6 mois, c'est plutôt entre 10 et 12 heures de coaching. Le but, de toute manière, c'est quoi? C'est aussi de leur faire découvrir cette pratique d'accompagnement. C'est aussi de les amener peut-être post-programme à continuer d'être coachés. Et certains le font. Alors évidemment, ils vont le faire à un autre tarif, même si on a négocié des tarifs avec nos coachs, ils n'appliqueront pas tout à fait le même tarif que nous proposons dans le service packagé. Puis ensuite, comme les... Je vais vous laisser la parole, mais comme les volumes d'heures, ce sont aussi les vases communicants, on peut aussi se concentrer sur de l'expertise. Je citais tout à l'heure un exemple d'un projet qui a refusé le coaching. Alors, c'est une exception qu'on a voulu faire parce qu'on croit en ce projet de cybersécurité. Malgré tout, donc, les 10 heures dans lesquelles il devait y avoir du coaching et de l'expertise se sont transformées en 10 heures d'expertise. En considérant effectivement que cette équipe, même si on pense qu'elle aurait bien fait de recourir au coaching, va s'en passer, parce qu'ils sont. C'est vrai que c'est une équipe qui est mature, qui est variée en termes de compétences et très complémentaire. Bon, on fera une exception, c'est pas grave. Et donc, on a la possibilité de transformer des heures qui étaient des heures de coaching en heures d'expertise. On peut aussi faire le contraire. Des heures d'expertise peuvent être transformées en heures de coaching. Donc on a un premier package 5 plus 5, on a un 10 plus 10, un 15 plus 15, et on a aussi de la possibilité de consommer à l'heure, si on veut, et tout ça est évidemment tarifé en fonction. Voilà, j'attends surtout vos remarques et vos questions, si vous en avez, je l'espère, pour qu'on puisse interagir et peut-être comparer, confronter ce type d'approche aux vôtres, vos approches, vos pratiques d'accompagnement, comment vous utilisez les uns les autres. Est-ce que vous utilisez plus les experts, plus les mentors, plus les coachs, ou est-ce que vous ne faites absolument pas de différence entre ces trois types d'accompagnants? La parole est à vous. Moi j'ai une question sur le mentorat parce que j'ai dans ma vie antérieure été parrain entre guillemets d'entrepreneurs, puisque j'étais président d'une association qui s'appelle le CEPAC, le Centre Patronal d'Accompagnement des Créateurs d'Entreprises à la CCI de Montpellier, avec le CJD, et on s'apercevait qu'il y avait deux types de mentorés. Le mec qui démarrait très vite, et alors ça s'arrêtait, mais vraiment très rapidement. Et le mec qui n'arrivait pas à démarrer, et là ça traînait en longueur. Et le mentoré évoquait souvent des difficultés qu'il avait avec son mentor. Mais c'était... alors le problème...
c'était très difficile. C'était vraiment une relation qui devenait difficile à la sortie, à la fin du mentorat, parce que il y avait des frustrations de part et d'autre. Nous étions parfaitement gratuits, et vous revenez sur cet aspect de gratuité. Est-ce que vraiment il ne faut pas plutôt le faire payer, le mentorat? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas une... Pardon? Voilà, c'est ma question. C'est une excellente question. Alors, notre parti pris, c'est de ne pas le faire payer. Ça reste du bénévolat parce qu'on est sur des chefs d'entreprise, comme vous avez pu l'être d'ailleurs, qui viennent donner un peu de leur temps. Mais ils sont surtout séduits par le projet et ou par le porteur. Ça peut être les deux d'ailleurs, qu'ils vont mentorer. On fait cette différence parce que, vous voyez, quand vous dites et vous décrivez la situation qui est devenue un peu difficile, c'est vrai que si on ne clarifie pas les modalités, qu'elles soient financières ou pas d'ailleurs, hein, mais les modalités du mentorat, c'est-à-dire de l'accompagnement en mentoring, ça peut devenir compliqué, d'autant que le risque majeur, c'est qu'on vienne marcher sur les plates-bandes des deux autres. Et c'est ça qui arrive. Si on ne précise pas, on ne spécifie pas les prérogatives des uns et des autres dès le départ, c'est là que ça devient compliqué. Parce que moi j'en ai plein qui viennent, ils arrivent, ils se présentent à nous parce qu'ils veulent travailler avec nous. Ah ben moi je suis coach en pitch. Ah ben non, t'es pas coach en pitch, t'es expert de pitch. Mais t'es pas coach. Ben non. Et moi je suis mentor en stratégie. Ah ouais, super. Ben non, t'es expert en stratégie. Maintenant t'es chef d'entreprise, tu veux mentorer? Ok. Donc les approches ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on reste persuadé, mais peut-être avons-nous tort, on reste persuadé que le mentor doit rester dans du partage. On va éviter du partage bienveillant, hein, du partage. Bienveillant dans le sens qu'il faut aussi qu'il soit très réaliste, hyper réaliste, et jouer les miroirs. Et dire, ah, écoute là garçon, c'est bien, mais là c'est pas le monde des bisounours. Ici... il le disait assez bien, Alain Guyard, hier, c'est un peu le monde de la violence quand même, le monde de l'entreprise. Il y a de la concurrence. En interne, parfois, il y a des remous. Ouais, il y a un peu des mutineries qui peuvent se créer au sein des équipes, etc. etc. Donc, c'est pas de tout repos. Donc, le mentor, je pense que plutôt que de penser à le tarifer, est-ce que ça viendrait régler ou pas certaines situations difficiles, je pense qu'il faut plutôt le calibrer et bien qualifier cette relation, la modalité de la relation. À quoi ça sert un mentor? Et c'est la raison pour laquelle, dans notre approche méthodologique, il reste optionnel. Il faut que ce soit exprimé, non pas comme un besoin, mais comme un désir d'être mentoré. C'est pour ça aussi qu'on leur permet de venir avec leur propre mentor. S'ils en ont un, parce que parfois, ils sont passés par une autre structure, que cette structure leur a affublé, on va dire, oui, que finalement, pourquoi on s'en passerait? Si ça marche, la relation marche, ça serait idiot de lui enlever ce mentor-là pour lui en coller un autre avec qui ça ne va pas le faire. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'à un moment donné, donc le porteur, le mentor, le coach et ou les experts qui ont accompagné le projet se mettent autour de la table ou se rencontrent voilà. Ça, c'est une équation qu'on a eu du mal à résoudre. Alors évidemment au début parce qu'on démarrait. Alors la structure est jeune, hein, pour celles et ceux qui étaient là tout à l'heure. On existe depuis officiellement depuis fin 2018. Notre premier programme a démarré en avril 2019. Et entre-temps, on a pris un Covid en plein milieu. Bon, ça ne nous a pas empêché de déployer donc en tout 7 promotions. On est à 115 startups accompagnées depuis. Je ne vais pas vous faire les KPI de la structure, mais bon, plus d'une vingtaine de millions de levées, presque 260 emplois directs créés. Et s'est posé rapidement cette question à nous. Mais comment on fait le partage? Alors, ça se fait assez facilement pour les coachs, puisqu'ils font de l'intervision, et qu'un membre de l'équipe vient assister à cette intervision, parce que nous, on a aussi notre propre connaissance du projet, parce que nous, on le voit tous les jours. Alors pour ceux qui sont à demeure, parce que là aussi, j'ai oublié de dire, dans le package, évidemment qu'ils ont un badge d'accès 24/24, 7 jours sur 7 à notre espace, qui ressemble à une espèce de coworking, hein, bon, bien équipé, etc.
Mais tous n'en profitent pas, forcément, parce qu'il y en a qui ont déjà des locaux, par ailleurs. Donc ils viennent que pour les sessions de formation, d'accompagnement, etc. On a eu des difficultés à le faire avec les experts, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes experts, et pas toujours les mêmes thématiques. Alors ce qui nous permet de savoir où on est, le porteur, et parfois d'avoir un feedback de la part des experts, c'est le fameux logbook. C'est en fait le livrable ultime chez nous, qui vient agréger l'ensemble des livrables qui auront été produits pendant tout le cycle d'accompagnement. Et qui est d'ailleurs argumenté, présenté en fin d'accompagnement, un peu comme un mémoire. Voilà, alors on n'est pas scolaire, hein, on n'a pas cette approche scolaire, mais ils viennent, et c'est aussi un exercice assez intéressant parce que c'est un exercice décalé par rapport au pitch final, parce qu'ils ont un pitch initial qui est d'ailleurs filmé, où on fait le take-off, donc le décollage. Alors nous on aime bien l'espace, hein, vous l'avez remarqué, donc c'est un voyage intergalactique hein, qu'ils font chez nous. Et donc ils font le fameux pitch 0 qui est filmé. Ils font à la fin, alors ils font beaucoup de sessions de pitch aussi chez nous. Hein. Le pitch, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On fait du pitch training, du pitch acting avec des comédiens pour le souffle, la posture, la tonalité. Enfin bon, je vous passe les détails. Et ils font le pitch final au démodé, qui est lui aussi filmé. Ils ont un livrable, un petit livrable qu'on leur fournit, qui est une petite vidéo où ils vont avoir le 0 et le final. Ça leur fait bizarre. Tout ça pour dire que, pour essayer de répondre à la question, on n'a toujours pas résolu cette question du partage de l'info entre les experts, qui pour certains sont demandeurs, pour d'autres pas du tout. Donc on s'est posé la question de l'impact sur la performance de l'entrepreneur quant au partage et des pratiques, et on va dire de l'évolution du projet. Est-ce qu'il a progressé ? Parce que chez nous, l'accélération veut dire changement d'échelle. Changement d'échelle, ça ne veut pas dire je deviens une licorne. Pour certains, ça veut dire mon premier client. Pour d'autres, ça veut dire mon premier tour de table en amorçage. D'accord ? On n'est pas un accélérateur on n'est pas un Y Combinator, quoi. On n'est pas station F non plus. Même si on a certaines entreprises qui sont passées chez nous, qui sont à station F aujourd'hui, et qui sont à Y Combinator aussi. On en a une, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on n'a pas résolu cette équation. Elle reste d'actualité. Après, c'est aussi une question d'outils. D'ailleurs, je vais voir notre ami belge pour voir ce qu'il nous propose en termes d'outils. Le Wikiflow semble être assez intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'il réponde à ce qu'on attend. On en a plein d'autres aussi. Après, la multiplication des outils vient perturber le fonctionnement. Parce que de toute manière, il n'y a pas l'outil idéal, il n'existe pas. Et pour la gestion de la structure qui est la nôtre, et pour la gestion de cet accompagnement. Et de là à développer l'outil personnalisé et spécifique, je m'y refuse. Parce que je pense que c'est l'argent mal employé. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre suggestion, une autre remarque ? N'hésitez pas. Ah. Du coup, je vous remercie beaucoup parce qu'il y a une dimension que je n'avais pas forcément pris en compte et qui a été un peu faussée, cette différenciation vraiment entre le coach et l'expert, qui n'était pas forcément évidente. On se disait, souvent on propose en réseau de dire, on a tel partenaire pour le juridique, etc., que tu peux voir. Par contre, on s'est dit, pour l'entrepreneur, comment on peut le faire évoluer ? On va le former de façon collective sur des matinales thématiques, mais qui restent de l'ordre de l'expertise. Première chose. Et pour parler du Wikiflow de Jean-François, alors je l'ai mis en place. Ça fait donc là, je commence à peine depuis quelques mois à vraiment l'utiliser. Il y a des choses qui sont pas mal du tout, qui permet de donner des bons indicateurs, etc. Pour le suivi, c'est vraiment bien. Pour le collectif, c'est plus compliqué. Pour le collectif, tout d'abord pour des informations qu'on n'a pas forcément envie d'eux. Donc ça, on peut cacher des rapports de suivi et mettre des notes, etc. Mais forcément, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'ajouter cette contrainte. Surtout qu'il y a cet effet de suraccompagnement qu'on ne maîtrise pas, dans le sens où on a des co-accompagnements avec d'autres structures d'accompagnement, déjà ça, en plus des experts, des partenaires, etc., etc., et des mentors du réseau Entreprendre. Donc vraiment, ce collectif-là pose vraiment cette question, comment on peut réaliser, parce que l'outil est très bien, hein, l'outil en lui-même est très bien, mais comment collectivement réussir
toujours dans sa responsabilité aussi territoriale, à pouvoir aider ces entrepreneurs. Et ça, on n'a pas encore trouvé. Ouais. Ça reste une question ouverte. Bon, je n'ai pas de réponse à apporter à ce que vous venez de dire, parce que me semble assez pertinent. Une petite quand même remarque sur l'outil, que je ne connais pas, que je vais découvrir en démo. Il m'a promis une démo personnalisée. Hier soir, au cocktail, il me disait déjà que ça ne faisait pas la facturation. Ça me dérange parce que je suis encore obligé d'utiliser encore un autre outil pour le faire. Bon, mais on verra. Cependant, il promet quand même de faire ce qui répondrait en partie à votre question, qui est le suivi, et surtout le suivi complémentaire des accompagnants et notamment des experts. Mais là, vous venez de le dire, tous ne veulent pas s'ajouter cette contrainte de venir faire le petit rapport qui va bien sur ma session d'expertise en financement. Juste pour rajouter, une chose quand même a été bien pour ça collectivement, c'est que j'ai de manière plus rapide et réactive les informations de l'entrepreneur sur ce qu'il fait. Les montants qu'il va aller chercher auprès de tel ou tel fonds, etc., combien il a levé, enfin, toutes ces informations-là que je devais aller piocher ou que j'apprenais par l'expert lui-même et pas par l'entrepreneur, à travers cet outil, j'arrive de mieux en mieux à avoir ces informations-là. Oui. Alors qu'on a souvent au stagiaire qui va bien et qui va passer une partie de son stage à du phoning parce que les entrepreneurs n'ont pas répondu au questionnaire qu'on a envoyé. Et oui, je sais, on passe tous par là. Si Wikiflow le fait, très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit exhaustif en termes de collecte d'informations. Il y a encore... Les deux? Non? J'ai encore une réaction ici. Bonjour à tous. J'ai une question moi, concernant les modèles économiques de l'accélérateur. Je ne sais pas si vous l'avez abordé parce que je suis sorti de la salle à un moment donné, mais on sait qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement, on sait que c'est parfois compliqué ces histoires de modèles économiques. Souvent les accélérateurs, c'est les prises de participation au capital et donc vous, autour de table, vous rémunérez. Mais certains accélérateurs se créent et puis finalement, au bout de quelques années, ils se rendent compte que le retour n'y est pas, ils sont obligés de fermer, je ne citerai personne. Mais en tout cas, voilà, quel est aujourd'hui le modèle économique que vous avez mis en place ? De deux côtés, d'abord pour vous rémunérer et rémunérer vos équipes, et puis après pour rémunérer vos coachs. Est-ce que c'est des jours hommes ? Est-ce que c'est du forfait ? Voilà. Excellente question, merci pour cette question. Donc, je n'avais pas prévu d'aborder le business model de l'accélérateur, mais c'est lié, effectivement, parce que l'approche méthodologique, c'est une chose, la réalité économique, c'en est une autre. D'emblée, comme on est issu de la volonté de la force publique, donc même si on est privé, on a une association privée, mais c'est quand même la force publique et précisément la métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Marseille qui ont voulu nous créer, avec d'autres, Aix-Marseille Université, la région, la ville d'Aix et la chambre de commerce, avec 4 pôles de compétitivité aussi. Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est tout à l'heure que je le disais. Nous, on nous avait donné comme feuille de route de proposer des programmes d'accélération qui seraient gratuits pour le bénéficiaire et on se rémunérerait sur une hypothétique vente de services en open innovation des grands groupes. Bon, autant vous dire que ça ne fonctionnait pas. Évidemment que la question de la prise de participation s'est posée à nous, puisque c'était la pratique en vogue à l'époque sur tous les accélérateurs, j'ai terminé, qui se créaient. Nous, on a pris le contre-pied. On s'est dit, il n'y aura pas de prise de participation dans le capital des boîtes, on ne sera pas intrusif, encore moins invasif. Après, vous allez me dire, mais alors, comment vous vivez ? Alors, on vit effectivement pour un tiers de notre, un peu plus d'un tiers de notre budget global, on vit de subventions, essentiellement les deux que je vous ai cités, Métropole, Ville de Marseille. Métropole qui en plus prend en charge notre loyer, ce qui n'est pas négligeable, eu égard au bâtiment dans lequel nous avons la chance d'avoir notre espace. Et le reste, c'est que de l'autofinancement, de la facturation de services, dans laquelle vous allez retrouver quand même, sur la partie levée de fonds, un success fees, qui en moyenne est entre 3 et 4% des montants qu'on aura aidé à lever, et non pas des montants qu'aura levé la boîte. C'est pas la même chose. Et comme on lève plutôt des petits montants, donc il en faut beaucoup, puisqu'on est quand même dans des phases de pré-amorçage et d'amorçage rarement, d'ailleurs on ne sait pas faire, on ne va pas aller à la série A. Nous, on ne sait pas rédiger des due diligence et aller lever 1 million, 2 millions. On peut les aider à se préparer à, parce que le but, c'est de structurer les fonds propres
pour justement anticiper la dilution, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un effet dilutif dès lors qu'on va faire rentrer un ticket à 1 demi-million d'euros avec des business angels ou quelques fonds. Donc nous, on est sur du non-dilutif essentiellement, avec des fonds publics, bon, des fonds BPI, puisqu'ils ont un catalogue long comme le bras, et puis d'autres acteurs publics, parapublics et privés, avec des clubs de BA. Voilà, le BM, il est là. On a voulu le faire évoluer avec l'adjonction d'une nouvelle activité qui est la formation et du Calliope. J'ai Yann qui est là et qui commence à me faire les gros yeux, donc je vais m'arrêter là. Dire juste que l'activité de formation, qu'on pensait être un levier de croissance important, ne l'a pas été. Ne l'a pas été, et ça me renvoie à la table ronde de tout à l'heure de la légitimité. Je n'ai pas pu l'évoquer tout à l'heure parce que c'était pas le propos, mais finalement, ce qu'on retient, c'est qu'on n'était pas légitime à rentrer sur le marché de la formation, quand bien même on est un accélérateur et qu'on sait accompagner des porteurs de projets d'entreprise innovants. Donc on n'était pas légitime à le faire, donc on n'a pas transformé l'essai de la formation, en tout cas pour le moment. On est en train de pivoter et de prendre un autre angle. Voilà, j'espère que ça vous a servi, et puis à tout à l'heure. Merci.